Cela demande la volonté d'être auteur, plutôt que figurant. Pour percevoir la différence concrète entre prison et armes, observez deux personnes dans des situations similaires de pénurie. La première répète « Il n'y a pas d'opportunité, le marché est cruel. Il est impossible de grandir là où je suis né. » La seconde, exposée aux mêmes barrières, pense « S'il n'y a pas d'opportunité évidente, je crée une porte latérale. Si je ne peux pas changer d'origine, j'investis dans le parcours. » La seconde personne n'est ni naïve, ni en train de faire un discours d'auto-assistance bon marché. Elle a simplement compris que se plaindre renforce les barreaux, tandis que se demander « Comment puis-je » aiguise la lame de l'inventivité. Cette distinction sémantique, se plaindre versus questionner, est ce qui transforme l'esprit en arme stratégique, capable de trouver des failles là où d'autres ne voient qu'un mur. Transformer la prison intérieure en arsenal ne dispense pas de l'ombre ou de la douleur. Au contraire, elle utilise les deux comme matière à munitions. Chaque peur contient un désir inversé. Qui craint le rejet aspire à l'acceptation. Qui craint l'échec rêve de réalisation. En reconnaissant ce miroir, vous pouvez convertir la peur en boussole. Exemple, si se produire en public paralyse vos jambes, peut-être que le message qui brûle à l'intérieur est justement destiné à un auditoire. Alors la peur devient un enseignant indiquant la voie de la croissance. S'en servir et ne pas être servi par elle, c'est brandir l'esprit comme une arme et non comme une menotte. La pratique de ce changement passe par 4 disciplines simples, bien que non faciles. Vigilance verbale. La manière dont vous décrivez les problèmes façonne l'espace d'action. Dire « je suis brisé » consolide l'état. Dire « je réorganise mes finances » ouvre la porte à la stratégie. Remplacer les étiquettes définitives par des processus en cours. Curatelle des stimuli. Les esprits sont perméables. Le fil d'actualité que vous consommez, les conversations que vous fréquentez, les musiques que vous répétez, tout devient brique. Choisissez des matériaux de construction qui soutiennent des ponts et non des cavernes. Célébration des micro-victoires. Chaque petit progrès est une soudure sur l'armure. Enregistrer ces jalons prouve à l'esprit qu'il a un historique de victoire, dissolvant l'argument intérieur selon lequel « rien ne fonctionne pour moi ». Service à quelque chose de plus grand. Des armes sans but deviennent un danger. Lorsque vous consacrez votre talent à un impact positif, l'esprit trouve un or éthique et existentiel. Ce but aligne effort, discipline et plaisir, empêchant l'arme de se retourner contre vous, sous forme d'anxiété ou d'arrogance. Réalisez qu'aucune de ces pratiques ne dépend de changements externes immédiats. Vous n'avez pas besoin de gagner à la loterie, de changer de pays ou de faire de grandes annonces sur les réseaux. Tout se passe dans les coulisses de la conscience, où le public est composé uniquement de vous et de vos possibilités. Pourtant, tôt ou tard, la scène externe reflète le changement interne. Des projets rangés dans des tiroirs prennent forme. Des conversations auparavant évitées se transforment en accords. Des opportunités qui semblaient être des privilèges d'autrui commencent à porter votre nom. Non pas par magie, mais par alignement psychologique. Il y a bien sûr des moments où la cellule semble invincible. Des traumatismes profonds, des crises financières, des diagnostics cliniques compliqués. Dans ces moments-là, le discours de « il suffit de vouloir » semble cruel. Pourtant, transformer l'esprit en arme ne signifie pas nier la réalité, mais choisir l'attitude avec laquelle vous faites face à cette réalité. Parfois, l'arme est un bouclier d'acceptation sereine, d'autres fois, c'est une épée de créativité radicale. Dans tous les cas, la liberté reste interne. Décidez si vous êtes le seul otage des faits ou co-auteur du récit qui en émerge. Et si un jour le doute crie plus fort que le courage, rappelez-vous de ce paradoxe libérateur. Peu importe depuis combien de temps vous vivez dans une prison mentale. Néanmoins, le geôlier et le serrurier sont le même personnage, vous. Il n'y a pas de garde extérieur verrouillant la porte, juste l'habitude de se conformer à de vieilles histoires. Quelques secondes de lucidité suffisent pour expérimenter une bouffée d'air frais
et les failles, lorsqu'elles sont cultivées, deviennent des portails. Au final, le choix n'est pas un moment épique avec une bande sonore dramatique. C'est la somme de petits actes presque invisibles. Se lever du lit au premier réveil plutôt que de négocier 5 minutes de plus, dire non à une conversation toxique, ouvrir un livre qui élargit les horizons, écrire 3 gratitudes dans un carnet froissé, demander de l'aide lorsque l'orgueil suggérerait le silence. Chaque micro-choix pousse les barreaux d'1 centimètre ou aiguise la lame d'1 millimètre. Répétez, elles définissent si demain vous vous réveillerez prisonnier de vos propres chaînes ou guerrier brandissant votre propre esprit. Ainsi, face au miroir, posez la question cruciale. Que veux-je que mon esprit construise aujourd'hui? Si la réponse semble timide, commencez quand même. Les briques de la liberté se posent avec patience. Le monde continuera d'être le même à l'extérieur pendant un certain temps, mais à l'intérieur de vous, quelque chose aura déjà changé. L'architecte réalisera que de nouveaux matériaux sont arrivés et il n'y aura aucun moyen de l'empêcher d'élever des structures compatibles avec votre nouvelle taille. Votre esprit cesse d'être une cellule pour devenir un arsenal. Et lorsque la prochaine bataille arrivera, qu'il s'agisse d'une présentation de projet, d'une conversation difficile ou d'un saut de foi, vous découvrirez que l'arme a toujours été à portée de main. Il suffisait de choisir de l'armer. Il existe un territoire où personne d'autre ne peut entrer sauf vous, le théâtre silencieux de vos propres idées. Là, loin du bruit des réseaux sociaux et des attentes des autres, naissent les récits qui définissent l'intrigue de votre vie. Avant que le monde ne pointe du doigt, c'est votre esprit qui rédige des phrases, d'absolution ou de condamnation. Il peut élever des fondations d'autonomie ou ériger des murs si hauts qu'aucune inspiration ne peut les escalader. Tant la cellule que l'épée proviennent de la même matière première, la pensée. Et c'est la première révélation libératrice. Si le pouvoir créateur est interne, la clé du changement l'est aussi. Pensez à l'esprit comme à un architecte hyper créatif qui travaille 24 heures sur 24, même lorsque vous dormez. Tout ce qu'il reçoit devient matière à construction. Si les matières premières sont des souvenirs d'échecs, des voix critiques et des peurs nourries dans le silence, le résultat sera une forteresse sombre, conçue pour que vous restiez protégé, mais aussi stagnant. Des barreaux invisibles, mais aussi solides que l'acier, retiennent vos projets à des étiquettes comme « Je n'ai pas de talent »,« Il est trop tard pour moi »,« C'est trop grand pour moi ». C'est une prison confortable, car elle offre l'illusion de sécurité. À l'intérieur, il n'y a pas de risque, pas de rejet, pas de critique. Mais il n'y a pas non plus d'aventure, pas de réinvention, pas de vie en expansion. Et imaginez maintenant remettre au même architecte une matière différente. Des histoires de résilience, de petites victoires notées dans un carnet, des rêves audacieux décrits en détail, le mot « encore » ajouté à chaque limitation. Je ne sais pas faire, encore. Je n'ai pas réussi, encore. Tout à coup, le projet se transforme. L'esprit cesse de construire des donjons et commence à forger des armes symboliques. La discipline pour entraîner des compétences, la créativité pour résoudre des problèmes, la résilience pour traverser les frustrations. Il crée des passages secrets pour sortir des labyrinthes, élève des ponts au-dessus de l'abîme du doute, fabrique des catapultes pour vous lancer au-delà des murailles de la peur. Tout cela sans modifier le décor externe, simplement en changeant la qualité de la nourriture mentale. Peut-être vous demandez-vous, mais mes pensées semblent automatiques, puis-je vraiment les contrôler? La neuroscience offre une piste encourageante. Des études sur la plasticité cérébrale montrent qu'à chaque fois que vous choisissez délibérément un nouveau focus, par exemple, répéter une affirmation positive au lieu d'écho d'une insulte ancienne, vous ouvrez une voie synaptique encore naissante. En répétant cet acte, vous approfondissez le chemin comme si vous marchiez sur une prairie vierge jusqu'à ouvrir une clairière. Avec le temps, ce qui exigeait des efforts devient habituel, et l'habitude devient identité. C'est le pouvoir de transformer l'esprit en arme, utiliser la physiologie du cerveau à votre avantage, plutôt que d'être une marionnette de celui-ci.
Mais la décision n'est pas prise une seule fois, elle est quotidienne. Chaque matin, vous vous réveillez devant deux portes. Derrière la première se trouvent des pensées automatiques, héritées du passé, qui murmurent « encore une journée identique, survive ». Derrière la seconde, il y a un laboratoire où vous pouvez redessiner des croyances, réviser des objectifs, choisir des mots-clés qui activent le courage. Ouvrir la première porte est aussi facile que de glisser le doigt sur l'écran de votre téléphone et de laisser l'algorithme décider de votre humeur. Ouvrir la seconde exige de la conscience. Respirez profondément, demandez « quelle intention va guider mes heures ?» Peut-être écrire 3 petits objectifs qui affirment votre rôle principal.